Oui, bon écoutez, bonjour à tous. Alors on continue avec Dominique Pagani sur nos discussions sur la musique et précisément dans ses aspects contemporains et modernes. On a pris l'histoire de la musique par l'autre bout, si je puis dire pour l'instant. Et donc la parole est à Dominique pour resituer un peu le cadre de ce nouvel échange. Bonjour à toi Dominique. Bonjour Émeric, bonjour à tous, bonjour à toutes. Il faut faire attention, par les temps qui courent. Non, j'ai mes cheveux blancs, moi, je peux le dire que je n'ai pas le réflexe, ça va, c'est pardonnable. Mm. Euh, oui, je ne sais pas ce que nos auditeurs ou nos suiveurs, followers, je ne sais pas comment il faut dire, ce que notre public, je préfère dire, qui a la gentillesse d'être fidèle au rendez-vous, je ne sais pas ce qu'il se représente ou ce qu'il pense, s'il va simplement se représenter jusqu'à l'acte de penser, lorsque tu dis nous prenons comme thème celui de la musique moderne, contemporaine. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Qu'est-ce qui se télescope? Je m'explique. Commençons par vraiment être très empiriste, behavioriste, ras des pâquerettes. Allons au ministère de la Culture sous direction de la musique et de la danse. Ou plutôt direction, puissante direction de la musique et de la danse, dans laquelle tu as des sous-directions de la musique contemporaine, avec l'IRCAM qui se tape le gros du budget. Ça, on le sait très bien entre mélomanes depuis un bon moment. Je ne suis pas là pour... C'est un autre débat. Deuxièmement, je n'ai pas dit que j'étais contre ni pour. Moi, ça ne me casse pas les oreilles, la musique boulaise, je veux dire, j'ai quelques critiques à émettre, ce n'est pas notre sujet. Il y a une autre sous-direction des musiques actuelles. Alors là, rock, pop, folk, techno. Non, mais c'est intéressant. Là, on est vraiment en philosophie. On est dans la naissance, dans le principe, au double sens de commencement, mais pas seulement un commencement qui s'est fait il y a 2500 ans sous Socrate, mais qui continue perpétuellement chaque fois qu'on fait une avancée philosophique, en toute simplicité, c'est principe, commencement et moteur. Comme le verbe dans l'évangile, qui était à la fois au commencement, mais pas comme une chiquenaude, Pascal avait raison de se moquer, mais qui à chaque instant opère ce qu'on les métaphysiciens à l'époque classique, à commencer par Descartes, appellent la fameuse création continuée. Bon, qu'est-ce qui fait qu'appelle-t-on musique moderne? C'est la question socratique par excellence. Là, on est en philosophie. Est-ce que ça veut dire, allons-y maintenant, puisqu'on a vu que ça pose problème, est-ce que je suis en train de parler du rock, de Boulez, ou de Beethoven, qui est le premier à faire une musique qui correspond au nouveau régime, historiquement? Parce que les historiens, le nouveau régime, avant, c'est quand même les perruques, l'ancien monde, tout ça, c'était les... Qu'appelle-t-on musique moderne? Sans oublier déjà que bon, en histoire, on distingue le moderne du contemporain. L'époque moderne, c'est le 16e siècle, pour faire vite, et le contemporain, c'est le 20e, le 20e, 21e, quoi. Oh, c'est agréable de parler avec quelqu'un qui a fait ses humanités. Ouais. Oui, pardon, je dirais que c'est la... Mais cette discussion n'est pas forcément reprise en musique, parce que Enfin, justement... tu n'es pas assez vieux pour que je parle au passé composé qui fait ses humanités. Ouais. Non, mais voilà. En histoire, la période moderne, elle commence quand cesse le Moyen-Âge. Voilà, c'est ça. Voilà, je veux dire, au moment où on découvre l'Amérique. C'est moi qui ajoute ça, ce qui n'est pas inexact, mais enfin, je veux dire, quand on Et la découvre Reconquista, l'imprimerie, l'héliocentrisme, enfin, tout ça, bon, c'est à partir de la Renaissance. Soyons clairs. voilà. Puis après, ça va très vite, les Lumières, la Révolution. Alors, comment se retrouver clair quand on parle de musique moderne? Comment choisir entre tout ça? Entre Frank Zappa, Johnny Hallyday, Madonna, Boulez, Beethoven, les derniers quatuors, c'est pas évident. Et donc, ça mérite de poser la question. Donc, la première chose, c'est de regarder la dichotomie moderne-contemporain. Contemporain au sens empirique, tout de suite, il faut le révoquer.
Ça veut dire que ça voudrait Johnny, dire, notre contemporain. Oui. ben, voilà, si la musique moderne veut dire la musique d'aujourd'hui, Mm. sous-entendu, la musique d'aujourd'hui, 30 novembre 2020, est plus Mm. moderne que celle d'hier, 29 novembre. C'est absurde complètement. Oui. Non, non, mais ça voudrait dire que la musique de Boieldieu, j'ai rien contre Boieldieu qui a fait un ravissant concerto pour harpe. Je le dis parce qu'on ne parle pas souvent de Boieldieu, c'est l'époque de la Restauration en gros. Hein. Bon, puis quelques opéras qu'on ne joue jamais. Bon, à l'époque où vraiment, quand on voit les bustes au Palais Garnier, des grands compositeurs d'opéra, à part un ou deux que nous connaissons, Mozart, etc., personne ne les connaît, les Aubert, enfin si, Oui. les spécialistes. Mais je veux dire, on ne joue plus ni la muette, ni bon, c'était les best-sellers de l'époque. La meute de Portici là, qui a Oui, déclenché voilà. la révolution belge. Voilà, toi, tu Mais connais. pas. Ouais. Mais même Meyerbeer, qui écrasait carrément ses Ah oui, concurrents ça, en par contre, matière avec des opéras, on dit Wagner, c'est interminable, Parsifal, ça dure 5 heures, c'est épouvantable, les maîtres chanteurs, n'en parlons pas. Attends, mais les Huguenots, c'est encore plus long. C'était à la mode du grand opéra historique, la grosse machine, comme on disait. Bon, c'était ça qui était moderne. Oui, c'est exactement. C'est ceux qui disaient marchons, marchons, restant sur place. Voilà, tu connais bien. En faisant un bruit épouvantable, Voilà. marchons en silence, les conspirateurs. Marchons en silence, oui, Et chacun tape sur la scène en fracassant le bois. Bref, ouais. ça faisait éclater de rire quelquefois des gens du public. Donc, est-ce que cette musique-là, de Meyerbeer, je veux pas. C'est mieux que ce qu'on dit, Meyerbeer. Attention, je suis pas en train. Mais enfin, est-ce que c'est plus moderne que Beethoven? Là, on rigole. Et Beethoven, c'est bien avant. Oui, bien sûr. Donc, déjà, on a progressé. Ce serait tellement simple s'il suffisait de dire la musique moderne, c'est celle d'aujourd'hui et celle d'hier, elle est moins moderne. Ça va pas. Et alors là, même ceux qui n'ont pas tout à fait les mêmes goûts que moi, les baroqueux par exemple, seront les premiers à être d'accord que des musiques comme l'art de la fugue n'ont pas pris une ride aujourd'hui. Oui. Souvent on dit, oh là là, mais écoutez, bon sang, le canon à la... avec cette blue note, en jazz on appelle ça une blue note, bon sang, hein, ça, quand même, c'est incroyable. Bon. Oui. Il n'y a pas qu'à Debussy qu'on peut emprunter pour faire du jazz, en fait. Hein, mais voilà, dès le départ, oui, Debussy, c'est jazzy pour les harmonies. Mais Bach, là, dans le mélisme, c'est extraordinaire. Le chromatisme. Oui. Bon. Et tout d'un coup, avec ce rythme, bon, on est contemporain, là. Pratiquement, en fait. C'est une sensibilité moderne. Donc, on voit bien. Et Bach, là, c'est l'ancien régime en plein. Donc c'est bien, on est noyé, on est torpillé par la... C'était sur le nom de Socrate, hein, ses interlocuteurs l'appelaient torpedo en anglais. Le poisson torpille, celui qui, quand on le touche, vous donne une décharge électrique qui engourdit, on ne sait plus où on en est. Donc c'est bien qu'on soit un peu paumé d'abord. Ça avait l'air simple, la musique moderne, voilà. Seulement, je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui croient que tu es en train de parler de la techno quand tu dis ça. Je parle de jeunes qui n'écoutent que ça en fait quelques millions sur la planète. Ce qui atteste plutôt non pas d'une histoire de la musique, mais d'une géographie de la musique, une dispersion. En fait. Et voilà. Non, mais maintenant, je suis très attentif à la rubrique musique sur les grandes chaînes populaires. People, je préfère dire. Et c'est un des grands apports de votre serviteur, c'est la dichotomie que people, pour moi, est la négation de populaire. Mais enfin, c'est un autre débat, on aura pas mal d'occasions d'y revenir musicalement. Je dis souvent que la musique people, à partir des années 60... Tu parlais du follower, alors effectivement, ça ne peut pas se traduire par suiveur, puisque suiveur, c'est péjoratif, alors que follower, donc on voit bien qu'il y a, c'est quand même deux manières de penser, même si bien sûr, voilà. Quand on a le mot français, il vaut mieux l'utiliser plutôt que de prendre un anglicisme, mais là, effectivement, c'est une manière différente de penser, et donc people, c'est pas exactement la traduction de peuple, en tout cas, surtout quand on l'a importé en français, quand on l'a importé en français, là ça n'était pas un anglicisme, parce que je suis bien content, c'est très piégé tout ça. Si on suit un peu mon regard, on verra qu'on peut aller de peuple à people et de people à folkish tant qu'on y est. Ah oui, alors là, ça se traduit par raciste quasiment maintenant. Et là, on est dans l'extrême droite. Donc, je veux dire, c'est intéressant ce qu'on est en train de dire. C'est du sérieux. Oui, tout à fait. C'est quoi un peuple? C'est une biologie ou une histoire? Déjà, c'est énorme. Tout à fait. Exactement. Quand même, les travaux
du fils sur Heidegger, là, il s'appelle celui qui a l'introduction du nazisme à la philosophie, on connaît que lui. Paille. Oui, merci. Les travaux du fils Faye, par rapport à son père, Emmanuel, montrent déjà à quel point, je veux dire, l'emploi du terme folk, je veux dire, et surtout de l'adjectif folkish, Oui, voilà, est au moins tendancieux. Hein, oui. Là, Mais justement, alors par contre, dans l'euphémisme, hein, quand oui, je dis tendance. le mot folk, justement, avec la connotation folkish, là, était quasiment racisant. En tout cas, c'est comme ça qu'il est interprété. En même temps, le mot folk, comme le narod en russe, a cet avantage qu'il mélange nation et peuple. C'est pour ça que Gramsci, qui lui, nation et peuple, il veut l'interpréter dans un sens jacobin, révolutionnaire. Et donc, lui, il parle de national populaire pour traduire le mot folk. Mais ça, c'est l'interprétation de gauche. Il faut bien que ça est problématique si on ne prend pas des précautions. C'est le prédicat qui est important, c'est ce qu'on fait dire au mot. C'est pas le mot isolé tout seul. Bien sûr, exactement. C'est tout à fait. Voilà. Il y a pas de mot tabou, il y a une connotation aussi. Par exemple, effectivement, folkish, maintenant, ça veut dire complètement raciste. On peut plus l'utiliser. Par exemple, je vais pas quelqu'un qui est populaire en allemand, tu dis pas qu'il est folkish, tu dis vom Volkslied. Exactement. C'est pour ça que je ne vais pas avoir l'audace d'apprendre au linguiste que tu es que folk est une variation immédiatement repérable quand on s'y connaît un peu de vulg, V-U-L-G, qui donne le vulgum latin qui veut dire peuple. Oui, bien sûr, exactement, tout à fait. Donc le vulgaire, c'est le peuple vu du côté des patriciens. Tout à fait, exactement. C'est pas encore la canaille, mais c'est pas loin, quoi. Bon, donc, et Volkswagen, et là je reprends une création du Troisième Reich. Bien sûr, oui. Il fallait construire la voiture du peuple. Et là, c'est pas péjoratif. Je veux dire, j'accepte. Là, ça veut dire une voiture qui économiquement est populaire, ça veut dire à la portée de toutes les bourses. Là, ça n'a rien de biologique. Pourquoi pas? Tout à fait. D'accord. Mais donc, c'est ce que Ford venait faire aux C'est pour ça même avec la fameuse M20, je ne sais plus très bien le nom du modèle. C'est comme en RDR, ils avaient la National Volksarmee. Ils pouvaient se permettre parce que de toute façon, ça n'avait pas, ils n'y mettaient pas les mêmes connotations que en Amérique de l'Ouest. On n'avait aucun tabou à recycler les nazis, mais par contre, effectivement, on avait peut-être plus de tabou sur le. Tu ne peux pas supprimer la langue. Exactement, oui. Et à la frontière, ils avaient. De toute façon, ce que je veux dire, c'est que tous ces mots sont des enjeux. Ils avaient les Vopos à la frontière. Voilà, Volkspolizei. Voilà, exactement. Tout à fait. Bien sûr. Donc, que veut dire ici populaire? Alors, on commence à y voir clair. Ça ne veut pas dire contemporain au sens empirique strict. Autrement dit, l'histoire de la musique peut avoir des progressions foudroyantes et des régressions, ou des stagnations, puis des renaissances. Bon, je ne sais pas, mais prenons le cas Beethoven. Ce qui est frappant et unique dans le cas de Beethoven, c'est que la musique avant et après lui n'a plus rien à voir. Ça, c'est une progression foudroyante. D'accord? Il commence vraiment par souscrire et encore entraînant les pieds, ce qui effrayait un peu son maître, le bon papa Haydn. Il souscrit d'abord à la convention, la forme sonate classique, avec, ça sent encore la perruque, le salon, le guéridon Louis XV, ou ce que tu veux, avec quand même de temps en temps des audaces, des trémolos, des petites ruptures. Oui. Je précise, justement, puisqu'on est vraiment dans le sujet là, de la chose sonore, que Furtwängler, dans ses entretiens sur la musique, a l'extraordinaire pertinence de dire, parce qu'on accuse souvent Furtwängler d'être toujours le même répertoire, classique, romantique, allemand, etc., Brahms, Beethoven, Wagner. Mais il dit, il faut rendre justice à Haydn, c'est lui qui fait la coupure, avant Beethoven. Voilà, je fais pardon une petite parenthèse importante pour ceux qui connaissent. Haydn est le premier qui rompt la continuité métrique de la musique baroque. Oui, même s'il le fait sans être provocateur, courtoisement, mais le poison, le verre est dans le fruit. Et Beethoven n'aurait plus qu'à pousser à l'extrême les conséquences logiques de la nouvelle sensibilité du Sturm und Drang. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que cette continuité métrique, on la retrouve de Bach jusqu'au jazz, mais par contre, on ne la trouve pas chez Beethoven. Enfin, elle est ah ben non, mais le premier à la briser, c'est Haydn.
Bon sang, si je fais. Un trou. Et ensuite, bon. Après une basse de Salieri, comme on dit là, bon. Mais on n'est plus D'Alberti, tu veux dire d'Alberti. Pardon? D'Alberti. D'Alberti, oui, oui. Je pensais à Mozart. Ouais, c'est pour ça. Mais bien sûr, donc, là, on n'est plus du tout dans la musique baroque. D'accord. La rupture, c'est d'abord Haydn. C'est très important. Donc, il y a ça. Inversement, d'accord, Bach reste dans la métrique initiée par les grands Italiens, les Vivaldi, les Corelli, les Bonporti, les Geminiani, je ne parle pas des cyclistes, et ainsi de suite. Donc, il reste là-dedans. C'est pas là où il va être moderne. Par contre, il est incomparablement plus moderne que tous ses contemporains dans les risques harmoniques, comme on a vu à l'instant avec l'art de la fugue, ou ça. Oui, c'est du un demi-ton d'écart simplement, oui, c'est ça. Pas du Vivaldi, c'est dans la 13e invention, hein, voilà. Alors, je saute au passage. Il y a soit un ton d'écart, c'est quoi, même soit un demi-ton d'écart entre même dans. Oui. Voilà. Oui, voilà. Là. Ouais, c'est une seconde majeure, c'est déjà une audace. Ça se résout comme ça. Mais après, c'est pire, c'est une seconde mineure. Ah, ça. Bon, là, le Bach, lui, ça passe sous sa casse. Hein. C'est ça, la polyphonie, le contrepoint poussé avec une maîtrise qu'il est le seul à avoir pratiquement jusqu'à aujourd'hui. S'il y a une exception, c'est Schoenberg, c'est le seul qui a une écriture d'une complexité comparable à celle de Bach. Voilà. Enfin, qui maîtrise une complexité, peut-être, s'il faut être équitable, Fernehoult, l'anglais contemporain, voilà. Bon. Donc, on voit bien ici ce qui est moderne. Tu peux être conservateur dans la métrique et progressiste ou innovant dans les harmonies. Et bien maintenant, je vais commencer à appliquer cette mise en garde contre la chronologie toute bête, que la musique de 1788 est plus moderne que celle de 1787. Bon, je l'applique maintenant en proposant cet énoncé. Est-ce que c'est pas Schubert le musicien le plus moderne de l'histoire de la musique? Personne ne va chercher Schubert. Si on doit faire vraiment un prix du musicien le plus moderne de l'histoire de la musique, tu nous prends le baroque, ils vont dire mais c'est Monteverdi. Monteverdi, le mec, on évacuait les auditeurs sur les brancards, tellement que c'était nouveau, le choc de l'émotion causée par la voix individuelle, opératique, dramatique, comme ça, alors qu'on sortait de l'anonymat de l'individu noyé dans la polyphonie et dans le chœur. C'est quand même extraordinaire. Ou on peut dire, mais non, le plus moderne de tous les temps, c'est Perrotin le Grand, l'école de Notre-Dame, 12e siècle, qui est en fait l'école de Saint-Denis aussi bien. Hein. Saint-Denis était en avance à ce moment-là musicalement, la basilique de Saint-Denis. Bref, c'est-à-dire deux grands noms, Léonin et Perrotin. Mais il faut les écouter dans les admirables versions, pardon pour les publicités, on a le droit entre nous, c'est pas comme sur les chaînes de Marcel Pérez, hein, qui a passé sa vie à étudier ces manuscrits, c'est extraordinaire, d'écouter Pérez, P-E-R-E-S. Hein. Je le dis au passage, comme mes compatriotes, qui a aussi enregistré les polyphonies corses, à force de faire des recherches sur parce que les îles sont souvent des isolats, hein, c'est presque un pléonasme, et où se conservent voilà, des traditions, de même qu'on trouve en Arménie, ça qui est isolé par les montagnes, les premiers effets ce qu'on a appelé le grégorien plus tard. Bon, passons. Donc, cette musique-là, quand on écoute la messe de Noël, je vais me permettre de montrer peut-être l'album de l'école de Notre-Dame. Je ne sais pas si on la voit à l'écran. D'accord. Bon, quand on voit, c'est un peu émouvant de montrer ça quand Notre-Dame vient de brûler, mais enfin,
messe du jour de Noël. Voilà, je donne la référence, messe du jour de Noël, Harmonia Mundi, l'éditeur, et compositeur léonin, élève de Perrault. Or, c'est très émouvant cet album parce que ça commence par du grégorien, donc de la mono-odie, hein, une seule voix, un seul chant, la ligne, pas de surface, pas de le crayon, hein, pas de couleur. Non, mais je rigole parce qu'il y en a qui disent, des puristes, que la décadence de la musique commence quand on quitte le grégorien, qu'il commence à y avoir deux voix. Alors justement, ce qui est très émouvant là, c'est qu'on entend les voix tout d'un coup diverger dans cet album. On change de monde. Hein. On voit comme exactement dans l'art gothique, en architecture, les ogives commençaient à pousser leurs branches, ce que n'avait jamais fait encore l'art roman. D'accord ? De même, on voit les voix se séparer, c'est assez bouleversant, c'est splendide, d'accord, dans cette version. On peut dire que ce sont des... Maintenant, ça nous paraît acquis, mais enfin, je veux dire, à l'époque, c'était des changements. Je répète, Monteverdi, le mec tombe dans les pommes. Beethoven, pareil, il y en avait qui avaient des palpitations quand il improvisait dans un boui-boui de Vienne, enfin, boui-boui, une petite auberge des environs de Vienne, dans des vapeurs de bière, de machin, de rumeurs, de toast, pas Heidi Heido, mais pas loin, quoi. Je veux dire, c'est là-dedans qu'ont été créés par le quatuor Schuppanzich à l'époque les premiers, les quatuors, les œuvres les plus avant-gardistes à la production de Beethoven, dans des guinguettes. Alors, et je dis, moi, et bien sûr, le plus moderne, Beethoven, c'est un candidat à celui qui a été le plus moderne, c'est-à-dire celui où, si on mesure les transformations que subit la musique entre l'avant et l'après, je veux dire, ça peut être un critère, par exemple, déjà mieux que de dire c'est sur le calendrier ce qui est le plus récent, la musique moderne. Mais, je sais pas, Wagner, que devient, je dis même plus l'opéra, puisqu'on ne peut plus l'appeler l'opéra avec Wagner, c'est le drame lyrique. L'opéra, elle est liquidée. Heureusement que ce n'est pas le cas. Et qu'on continue à se régaler, à écouter aussi bien Othello que Così ou que la Norma. Ce n'est pas la question. Mais enfin, je veux dire, c'est une avancée incroyable. La mélodie infinie, la suppression, la fusion du style arioso de l'air. Pam, 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 padam. Ça, c'est un air bien identifiable, l'air de Hantel, etc., où il y a l'air de Figaro, pam, tadam, tam, tadam, pam, padam, padam, dans Mozart. Ça, lui, il supprime tout ça, Wagner, mais non pas en supprimant le côté aérien de Aria, mais au contraire en le perpétuant. C'est une espèce d'air continu. Donc en faisant la fusion de quoi ? De l'aria et du récitatif. Le récitatif est moins sec, ce qui fera faire une plaisanterie à Nietzsche, perfide, en disant que, parce que les musicologues appellent le récitatif italien, ponctué par quelques accords de clavecin, presque parlé, hein, ils appellent ça recitativo secco. Il y a Nietzsche qui dit, c'est quand même mieux que le récitatif mouillé des Wagnériens. Ouais, c'est ça. Bon, ça, c'est des avancées considérables, Wagner. Moi, je ne m'attarde pas parce que tous ceux qui vont innover après lui, de Debussy à Schoenberg, etc., vont reconnaître leur dette, quoi. D'accord ? Et même, c'est beaucoup moins connu, donc je me permets de le dire, dans le jazz de l'époque Nouvelle-Orléans, je dis bien Nouvelle-Orléans, Bix Beiderbecke, l'immense clarinettiste blanc, va voir Siegfried à l'opéra, au Met, et publie un article où il dit les musiciens Dixieland ont beaucoup de progrès à faire quand on entend la scène des oiseaux. Hein. Voilà, dont acte. Là, c'est une des grandes vedettes du jazz de l'époque, d'avant-garde, people de l'époque qui est en train de parler. Ouais, exactement. Même si c'est devenu maintenant une musique savante. Voilà. Donc, je continue. Après, les grands craquements du XXe siècle, les musiques. Alors, tiens, voilà une appellation qu'on n'a pas encore notée sur notre calepin. On avait dit musique contemporaine, musique moderne, musique actuelle au ministère, et voilà aussi musique d'avant-garde. Ouais. Alors, c'est quoi les avant-gardes ? Ah ben, c'est bien connu, c'est le Sacre du Printemps. La musique avant et après ne sera plus la même. C'est un chemin qui mène jusqu'à après Messiaen, tout ce qu'on veut.
et où Schoenberg, la deuxième école de Vienne, pour ne pas confondre avec Haydn, Mozart, Beethoven, la deuxième école de Vienne, Schoenberg, Berg, Webern, c'est-à-dire là aussi une rupture totale avec ce que le public était habitué à entendre, pour en parler simplement, mais d'une manière non seulement différente, mais presque opposée à celle de Stravinsky et des Russes en général. Là, on approfondit le débat, il me semble. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on voit bien la complexité de la tâche qui nous attend. Et prendre sa question, qu'appelle-t-on une musique moderne? Alors, restons... L'opposition Schoenberg-Stravinsky, elle a été caractérisée par Adorno comme emblématique. Il fallait choisir son corps, disons, dans ce on ne peut pas ne pas citer Adorno. C'est bien d'avoir le réflexe, qui lui a bien sûr à méditer, mais en choisissant son camp. Pour lui, Stravinsky est un faux moderne par rapport à Schoenberg. Voilà, on ne parle même pas du Stravinsky qui revient au néoclassicisme, on parle du Stravinsky Alors oui, voilà. Moi, je ferais le distinguo. Je ne peux pas me mettre dans le même sac. Le Sacre du Printemps, c'est éblouissant, le Sacre du Printemps, qui continue encore maintenant à méduser, et Pulcinella. Qui sont presque à la manière d'eux, à la manière de Vivaldi, à la manière de Corelli, à la manière de Rameau ou de Couperin. D'accord. Que les grands innovants, les grands avant-gardistes parce que j'ai oublié, autant pour moi, en parlant, on le voit tout d'un coup, dans les coupures que je viens de lister, là, École de Notre-Dame, Monteverdi, Beethoven, Wagner, Debussy. L'impressionnisme français en général, et Debussy en particulier, et là encore, vu de près, on est obligé de nuancer, avant Debussy, avant Ravel, avant Fauré, celui qu'on oublie toujours, qui est Chabrier, qui est d'une audace rythmique que n'ont aucun des trois autres, par exemple. Et qu'à écouter ces pièces pittoresques pour piano, c'est hallucinant, quoi. Bourré fantasque, par exemple. Bourré fantasque, etc. Bon, et qui tous les soirs, on lui demandait de jouer son espagnol, le tube de l'époque. Il jouait ça en cassant trois cordes, je veux dire, avec une technique listienne. Bon. Et puis qui disait, ça c'est de la musique qui paye content, qui paye sec. Bon. On est vraiment dans le post-romantisme, hein, c'est fini la tristesse de Chopin. Voilà. Je n'ai pas dit un mot contre Chopin, qui serait un bon candidat aussi pour certaines innovations harmoniques pré-tristaniennes. Mais revenons à l'impressionnisme français. Je ne sais plus, il y a je crois que c'est le troisième mouvement de sa sonate, ou alors là c'est l'harmonie qui est complètement remise en question par Chopin. Attends, je veux dire le quatrième. Quatrième mouvement, bien sûr, c'est ça, le dernier. La sonate en si bémol mineur. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qui est hallucinante parce qu'elle est toute à l'unisson, c'est fantomatique. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas le jouer, c'est beau pour moi, hein. Virtuose. Mais c'est à toute vitesse, les deux mains font la même chose jusqu'à la fin, c'est aux dernières mesures que bam, presque un accord final et il y a enfin un chose de vertical et un accord. On n'avait jamais osé faire ça. Je me permets de recommander dans l'exécution une interprète injustement oubliée, l'immense brésilienne, car une grande école brésilienne de piano, hein, d'où sortent encore à l'heure actuelle, latino-américaine d'abord, hein, aussi Barenboim que Michel-Angel Asturias, qu'on connaît moins, mais qui a eu les mains écrasées à coups de crosse de fusil à l'époque de la dictature au Chili, je veux dire, pour un pianiste, hein, qui est une superbe référence dans Chopin, justement. Bien sûr, Claudio Arrau, hein, parce que je parle de pianiste chilien, pour prendre des étoiles de première grandeur. Bon, je ne vais pas tous les lister, mais j'oublie qui a un nom anglo-saxon brésilien, enfin bref, un des plus grands. Non, moi je pense à cette dame, Guiomar Novaes. Je prononce mal, Novaes, je ne sais pas comment il faut dire. Hein, ça s'écrit Novaes. Mais je ne connais pas de meilleure version de la deuxième sonate de Chopin. Voilà, une petite prise de son un peu ingrate, mais parfaitement audible. Voilà. Je referme la parenthèse. Donc, je reviens à mes impressionnistes français. Oui, à partir d'eux, il se passe quelque chose qui va se prolonger. Je reviens et à la critique d'Adorno en même temps. Hein, on y est en plein.
Je n'ai pas tout à fait la même critique que celle d'Adorno. Encore une fois, je ne peux pas mettre, je reprends mon fil, le Sacre du printemps et Pulcinella dans le même sac. Mais quand je regarde les pastiches, il n'y a pas d'autre mot, et là je suis d'accord avec Adorno, hein, les remakes, hein, si on veut être encore plus péjoratif, du Stravinsky deuxième manière, néoclassique, je constate que dès les impressionnistes français, voilà le lien entre les deux, il y a chez Debussy un hommage à Rameau, chez Ravel un tombeau de Couperin. C'est pas du hasard tout ça. Dominique, j'ai un andante ostinato de ma machine à laver qui fait un bip bip depuis 5 minutes, donc je vais la couper. Oui, la machine à laver n'attend pas. Allez. Oui, à tout de suite. Sinon, c'est terrible pour l'écoute. J'espère que ça ne s'entendait pas. Pas de souci. Voilà. Ça fait partie des ratés dans une écoute, mais il faut que je me méfie de cette. Et en plus, il n'y a pas de système pour arrêter. Donc ça. Voilà. Tu donnes raison au plus nazi des philosophes, tu es esclave de la machine. Oui, on pourrait faire ça. Non, j'ai quand même compté les éléments. Elle ne nous a pas libérés, elle nous a servi. Allez, laissons. Donc oui, donc, ce retour de l'archaïsme, on avait fait allusion la dernière fois, cette multiplication des néos, hommage à Rameau, tombeau, c'est chef-d'œuvre, attention, je ne suis pas en train de dire un mot de jugement de valeur esthétique, hein. Tombeau de Couperin, hommage à Rameau, et même, on parlait de Chabrier dans La Bourrée fantasque et tout, la Bourrée elle-même, c'est quand même une référence aux danses, aux suites de danses qui vont être à l'origine de la sonate et qu'on trouve chez tous les compositeurs baroques. Il y a toujours Bourrée, Gaillard, Pavane, Sarabande, d'accord. Donc, s'il n'y a pas plus moderne, voilà ce que j'amène maintenant, que la négation de la modernité. L'autodétestation de soi-même comme moderne est fondamentale. Là, je me permets de baisser la voix parce qu'on n'en parle pas souvent. Ce qui est moderne, c'est la nostalgie aussi. Des paradigmes. Être moderne, c'est être écolo. C'est détester la machine, l'industrie, etc. Oui. Être moderne, dans ce sens-là, je parle maintenant. Hein. Or, ça date du début de la modernité. Alors là, attends, Pagani, tu commences à nous saouler. Tu dis, calme ton modernité. Maintenant, tu dis, il y a une modernité. Oui, moi, la seule que je retiens avec des balises historiques précises, c'est deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est-à-dire les deux grands craquements industriels en Angleterre, politique en France, économique, révolution économique en Angleterre, révolution politique en France. Et je ne suis pas en train de dire que celle-ci est la conséquence de celle-là. Hein. Qu'il y a un lien, c'est vraisemblable. Par contre, ça voudrait dire que Rousseau est la conséquence de Voltaire. Ce sera un contresens total. D'accord ? Parce que justement, en Angleterre, il n'y a pas la révolution politique. Oui, tout à fait. On n'attaque pas la propriété. D'accord ? Alors que Voltaire, lui, dans les lettres anglaises, commence dans la lettre sur le commerce par rendre hommage à l'Angleterre, d'ennoblir le roi de la sardine à l'huile. Enfin, je suis un peu anachronique là, mais je veux dire d'ennoblir un entrepreneur. Voilà. Donc il faisait partie parce qu'il fabriquait des. C'est la fameuse lettre où il dit il apporte le bonheur au monde par le commerce. Ah, mais tu connais bien, c'est la chute de cette période rhétorique extraordinaire. C'est dans les lettres philosophiques. Oui, et dans celle qui s'appelle Lettres sur le commerce. C'est sa première grande publication, les lettres anglaises. Il faut dire, c'est superbe dans l'éloge. Extraordinaire. Alors voilà la phrase, je la dis in extenso parce que c'est une seule phrase pratiquement. En France est marquis qui veut, et quiconque arrive à Paris du fond d'une province en disant un homme comme moi, un homme de ma qualité, peut mépriser souverainement un négociant. Et quiconque arrive à Paris du fond d'une province avec un nom en Ac ou en Il, Chirac, coupe de Murville, mais rien n'a changé. D'accord ? Peut dire un homme comme moi, un homme de ma qualité, et mépriser souverainement un négociant. Je ne sais pourtant lequel est le plus utile mot-clé de l'époque à son pays, ou un seigneur bien poudré qui sait exactement à quelle heure le roi se lève, à quelle heure il se couche, tout en se donnant des airs d'esclave dans l'antichambre d'un ministre, ou un négociant qui de son cabinet donne des ordres à Surate ou au Caire, et qui contribue, et c'est la chute, tu as raison, au bonheur du monde. Et tout d'un coup,
une goutte épaisse d'or liquide qui vient de tomber sur le texte, là. D'or dans tous les sens. Le plus-value, hein, le commerçant. Oui, on voit aussi que la mondialisation ne date pas de. La bourse pleine d'or, mais aussi le champagne, la couleur des bulles du champagne, le bonheur, le mot-clé qui unit Voltaire et Rousseau. Tout à fait. Même s'ils sont diamétralement opposés sur la manière de le faire venir, on n'est plus dans la religion, on n'est plus dans le salut. On est dans le bonheur, nunc, pas après la mort. D'ailleurs, celui qui les dialectisera, ce sera Marx, parce qu'à la fois, le manifeste est un éloge du capitalisme comme destructeur des valeurs anciennes, et en même temps, mon Dieu, comme je suis content quand tu dis ça. sa destruction. Voilà. Je suis content de dire ça parce que je ne veux nommer personne. Je pourrais, hein, mais je veux dire, je trouve qu'il y a beaucoup trop de divisions à gauche de la gauche, et en particulier chez les marxistes, de divisions inutiles. Il y a des accords c'est fécond. Des divisions, non. Je m'explique. Il y en a qui, marxistes, allez, se réclamant d'Althusser, hein, ça limite un petit peu, ça précise un peu plus. Attention, parce que qui n'est pas marxiste, qui n'est pas anticapitaliste par les temps qui courent, je te le demande. Hein. On ne peut pas mettre dans le même sac Victor Cousin et Georges Gastaut. Hein. Victor Cousin, j'aime bien mon lapsus. Francis Cousin, pardon. Je ne comprends pas, oui, d'accord. Okay. Et Georges Gastaut. Bon, non, mais tout ça se réclame de Marx. D'accord, donc, mais là, je précise, dans la lignée d'Althusser, il y en a qui disent que Rousseau nous a mis en garde que le début de l'industrie, c'est une menace, alors que Marx, il a très bien vu que la synthèse restait à faire, que Voltaire est passé complètement à côté du politique, et Rousseau est passé à côté de l'économique. Et je suis un rousseauien fervent, pour que je dise ça. Oui. Encore que, et là c'est le Corse qui parle, dans le projet de constitution pour la Corse, qui est un des rarissimes avec celui pour la Pologne, une rarissime tentative de faire passer le contrat social qui n'a rien d'une constitution, qui est une réflexion de politique, et à un hic et nunc, la Pologne, la Corse, tenant compte, là, Rousseau dit, dans sa correspondance avec... et même dans son projet de constitution, qui n'a pas achevé, parce que quand un pays n'est plus souverain, hein, les armées de Louis XVI ayant réglé la question, il n'y a plus besoin de lui faire une constitution, hélas, lorsque Rousseau dit, fait le bilan des ressources minières de la Corse, parce qu'il veut rendre la Corse souveraine, indépendante des puissances de ce monde, lesquelles, même les Russes, on est en pleine période tsariste, tournaient autour de la Corse. On disait que la Corse était l'endroit stratégique de le Moyen-Orient de la Méditerranée à ce moment-là. Tout le monde voulait avoir sa base stratégique, les Anglais. Bon, passons. Donc là, il s'intéresse à l'industrie, voilà, exceptionnellement. Mais sinon, il y a le royaume champêtre, agricole, enfin le petit propriétaire, voilà. Son horizon, mais le royaume de France en autant de propriétaires individuels avec un lopin de surface égale. Oui, ça, oui. Le rêve de Rousseau, c'est ça, en gros. C'est pré-industriel, quoi, disons. Voilà, c'est immédiatement pré-industriel. Donc, on est sur le bon filon, là. La modernité historique, nous, toi et moi, quelques différences qu'on peut avoir, je veux dire, pas toi et moi, mais l'ensemble de nos contemporains, issus de ces différences, sociétés civiles, ces couches et classes moyennes qui n'existaient pas avant l'urbanisation galopante qui succède immédiatement à la révolution industrielle. Là, maintenant, je prends du recul, hein, je ne me perds plus dans les branches, je prends du recul et je regarde la forêt. C'est ça, le monde moderne. Avec une émergence de l'individu dans sa bulle, qui n'est plus pris dans le totalitarisme absolu, ça c'est un apport de Gluskar, de la société primitive. Je parle comme les anciens, qui n'ont rien de primitif esthétiquement ni moralement, hein, mais qui par contre peuvent être primitifs au niveau technologique. Voilà, hein, je veux dire, ça se mesure en temps de travail. Donc, quoi de plus totalitaire qu'un village bororo? Il n'y a pas un centimètre carré que je fais en marchand qui ne soit pas hyper codé. Et là, je rentre dans le bois sacré, je mérite la mort, et là, attention, c'est la casse des femmes. Oui. Bon, je vais c'est pour ça que Diderot, avec son supplément au voyage de Bougainville, en imaginant que
enfin, que ces gens dans le Pacifique étaient complètement libérés au sens presque moderne des gauchistes du terme était une illusion d'optique en fait. Voilà. Non, mais Diderot est un des premiers modernes. Il déteste tellement sa propre modernité qu'il rêve d'une utopie qui serait bien sûr le passé. Et ça, c'est ce que Marx va appeler des Robinsonades. Oui, tout à fait, oui, exactement. Oui, c'est Hein? déjà du Gauguin, quoi, en fait. Hein, oui. Mais bien sûr, mais bien sûr. Puisque tu parles de Gauguin et que tu me tentes, voilà quelqu'un c'est un des avant-gardistes de son époque dans sa discipline, après tout, la peinture. Son art, pardon. Hein? Bon, quel est son dernier tableau? Un village breton sous la neige, peint à Tahiti. Ah, Tahiti, oui, exactement, oui, d'accord. Oui. Il va mourir bientôt à Tahiti, et tout d'un coup, tout d'un coup, il est aux côtés de Rimbaud. C'est pas du tout explicite dans sa tête. Ça veut dire les paradis sont toujours ceux qu'on a perdus, quoi, en fait. Je regrette l'Europe aux anciens parapets. Il finit par dire le bateau ivre. Mm. Il est ivre de son évasion de l'Europe, de la modernité, de ceci. Oui. Il est dans les golfs avec des serpents géants qui choient avec de noirs parfums. Et tout d'un coup, or, la rupture, elle est là. Or, moi, bateau perdu, moi qui me disais, moi qui tremblais sans engeindre à 50 lieues, le moi, tu vois, hypertrophié qui commence avec la préface des Confessions de Rousseau. Hein, moi, fileur éternel des immobilités bleues, je regrette l'Europe aux anciens parapets. Bon sang! Mais le parapet, c'est le contraire de la flotte. C'est du costaud. C'est la sécurité. Le parapet, ça protège. Oui ou non? Ah oui, bien sûr. Voilà. Tu as parlé de Gauguin, hein, tant pis pour toi. On est au sol avec une terre à étreindre, paysan. Mais voilà, on n'est pas dans le détour, on est être moderne. Je reprends mon couplet là-dessus, hein, que je me permets de revendiquer pour une fois. Être moderne, c'est détester la modernité. Mais y compris moi. Je t'invite à faire un petit tour. C'est mon anniversaire de je sais pas quoi. Je vous invite et je vous choisis un petit moulin au bord du Cher, de la Dordogne, peu importe. Je veux dire, j'ai pas du tout envie que ce soit un McDo. Oui, même si on me dit qu'un des meilleurs cuisiniers japonais de passage à McDo, c'est pas la question. J'ai envie d'être dans un décor un peu archaïque, que tout soit archaïque, la belle pierre de la Dordogne, Dieu sait si elle est belle. La modernité n'aime pas la modernité. C'est ça, être moderne. Bon, je force le trait en disant ce n'est pas que ça, bien sûr. Hein. Mais il faut bien comprendre qu'il y a toujours de ça au départ, comme réaction immédiate. D'accord ? Il y a une blessure dans la modernité qui cherche à toute force à revenir à une époque où la blessure n'était pas là. Quitte à opérer toutes les Robinsonades. Voilà. On y reviendra, mais en musique, c'est le cas. Hommage à Rameau, reprenons notre fil, tombeau de Couperin, ça fait des chefs-d'œuvre. Ouais. Et novateurs, souvent par bien des cas. Ils ne répètent pas, ils ne font pas du Rameau. Encore plus, on entend l'anapeste, qui est vraiment le motif rythmique baroque par excellence, d'accord, dès le début du menuet antique de Ravel, par exemple, qui s'appelle menuet antique. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça, d'accord. Ben oui, c'est tout de suite. Hein. Bon, donc, là, on tient le loup par les oreilles. Alors, Stravinsky, revenant à la critique d'Adorno, je me permets de faire un petit correctif, une correction de trajectoire au sens vraiment de la conquête spatiale à la critique d'Adorno, à laquelle je souscris, s'il s'agit de dire uniquement, quand même, Pulcinella après Sac du printemps, c'est joli, hein, j'aime bien une après-midi comme ça, tu vois, pendant que je regarde mes mails, mettre Pulcinella. Mais enfin, c'est pas, quand on écoute Petrouchka, enfin, l'incroyable progression qui va de l'oiseau de feu au sacre en passant par Petrouchka, on ne peut pas dire que Pulcinella continue ceci. Mais, d'une manière générale, les deux grands craquements, j'y reviens maintenant, qui font la modernité musicale maintenant, disons au sens un peu des mélomanes, c'est-à-dire l'école de Vienne d'un côté, qui va donner bientôt le dodécaphonisme, la musique d'abord atonale, puis sérielle, etc. Et, disons, les écoles nationales, dont la russe est de loin la plus importante, bien sûr, mais je fais exprès de prendre un terme plus extensif, parce que les Bartók faisant
le tour de la Méditerranée, de l'Europe, avec les premiers enregistreurs magnétophones de l'époque pour faire le recueil de tous les rythmes, y compris en Afrique du Nord, et qui ne doit rien à la Russie. Hein, c'est la tradition hongroise. On ne peut pas dire que la tradition hongroise soit pauvre. Au contraire, rythmiquement, elle est prodigieuse. D'accord ? Et telle que Liszt l'avait préservé dans les rhapsodies, par exemple. Hein, je veux dire qu'ils sont un emprunt à ce que je ne veux pas appeler le folklore, n'est-ce pas ? Mais aux musiques populaires, pas encore pipelisées. C'est peut-être Liszt qui aura fait de la rhapsodie hongroise un truc people. Ah oui, Puisqu'il y a même des dessins animés sur. jusqu'à Brahms, ça, finalement, hein, qui l'a popularisé voilà. possible. Brahms, il faisait du piano bar. Alors lui, il n'avait pas le choix. C'est la misère qui l'a poussé à faire de la musique people. Parce que quand tu es au piano bar, tu n'as pas intérêt à faire de requiem allemand. Hein. Je veux dire, là, il faut vraiment faire des trucs qui plaisent à tout le monde, des valses, bon, ben voilà. Bon. Et je suis bien content qu'il l'ait fait, ça lui a donné un feeling pré-jazzy. Mais Show, il disait dans le requiem allemand, le seul qui s'ennuie pas, c'est le mort. Bon, comme ça. Qui disait ça? Georges Bernard Shaw. Ah ben, oui. Ça, c'est l'humour britannique. Ouais, voilà. Il y a toujours une mystification à la fin. Non, mais c'est ça. Là, le même qui a écrit Le Parfait Wagnérien, soit dit en passant, Bernard Shaw. Ah oui, c'est vrai, exactement. Grand connaisseur. Donc, voilà. Or, qu'est-ce que je voudrais introduire comme correctif? C'est que, ici, musique moderne, sans jugement de valeur maintenant, que ce soit le Sacre du Printemps ou le Pierrot lunaire, pour reprendre deux grands craquements, hein, deux œuvres qui ont fait date entre l'avant et l'après, la différence, c'est que être moderne pour Stravinsky, et ça va être le cas pour Messiaen plus tard, c'est pour ça que j'y tiens, c'est toute une lignée qui se met en place, ce n'est pas seulement faire une musique strictement inouïe, c'est-à-dire que l'oreille n'avait pas entendu jusque-là, comme ça va être le cas pour Schoenberg, c'est aller chercher au contraire des archaïsmes profonds. C'est des musiques que l'esprit au sens hegelien avait déjà entendues, mais qu'on avait complètement oubliées, et en particulier sous le romantisme. Oui, je veux dire que lorsque Messiaen utilise les gongs balinais, oui, et des véritables philharmonies comment ça s'appelle, de gamelan, je cherchais le terme technique, de gamelan originaire de Java, enfin de la musique traditionnelle indonésienne. Pour parler même la gamme pentatonique chez Debussy, par exemple. Là, la gamme pentatonique, en fait. Exactement, voilà. Ben non, mais on peut multiplier les exemples. À chaque fois, être moderne ici signifie faire résonner des choses qui étaient devenues, qui avaient disparu de la scène musicale, mais qui ne sont pas nouvelles par elles-mêmes si l'on prend l'histoire universelle. Voilà ce que j'introduis comme correctif à Adorno. Oui. Alors que, et là il a raison sur le fond, Schoenberg, lui, part de ce qui était le plus récent, le plus moderne, c'est-à-dire la tonalité complètement diluée par Tristan, hein, par la partition de Tristan, d'accord ? Et en la poussant à ses conséquences logiques, ce que Wagner ne fait pas, c'est de supprimer la tonalité. Et donc d'arriver, on avait comparé ça à un danseur qui ferait un numéro de danse en apesanteur dans une capsule spatiale, c'est-à-dire où il n'y a plus une direction privilégiée, une contrainte de la gravité qui fait que tous mes mouvements doivent s'ordonner de telle sorte que je ne me casse pas la figure, que je maîtrise mon centre de gravité. C'est très bien développé ce problème dans Réflexion sur le théâtre de marionnettes de Heinrich von Kleist. Ah oui, c'est vrai qu'on avait parlé d'un fois, oui, tout à fait. Voilà, donc oui, très bien, il n'y a plus la dictature de la tonalité, de la pesanteur, si je fais une chorégraphie dans une capsule spatiale, ce qui donne peut-être des idées à un chorégraphe de faire des gestes qu'on n'aurait jamais pu faire sur le sol, n'est-ce pas, avec la contrainte gravifique, et inversement, je file la métaphore, il n'y a plus la dictature de la tonique dans la musique atonale. Très bien. Ça, c'est strictement inouï. Donc ici, il y a vraiment deux sens de moderne. Ça veut dire rupture avec mes habitudes, ça c'est Stravinsky. Mes habitudes à moi, européen, bourgeois, occidental, qui se régale avec les symphonies de Beethoven, je le dis maintenant comme un conservateur, ce n'était pas le cas de Beethoven, hein, mais qui est paumé des consorts de symphonies de Beethoven, en gros, et pour qui Debussy, déjà, c'est le commencement de la fin, il y en a pas mal. Hein. Pour ce bourgeois-là, écouter des gongs balinais, des gamelans et la gamme pentatonique, c'est une musique de sauvage. C'est une audace, oui, mais relative, je suis en train de dire. Pas pour l'esprit.
Ouais, c'est une grande différence. Donc je crois qu'on a fait un peu de progrès depuis qu'on a posé la question, qu'appelle-t-on moderne? Là, on doit choisir. C'est bien que dans un film de Kusturica, on entende tout d'un coup plein de musique traditionnelle. Parce que dans la Yougoslavie, qui est la matière de son livre, j'allais dire, vous parlez comme Montaigne, Ah, hein, oui, oui, tout à fait. en gros de sa filmographie, Oui. quand il y a un mariage, il n'y a pas encore le réflexe d'avoir la sono ou sur la chénille. Mais non, il y a encore des musiciens vivants qui viennent des coins autour, souvent c'est des copains, des amis d'ailleurs, des chantres, des griots, des bardes, des aèdes, comme on voudra, mais je veux dire qu'ils sont là et qui font la musique qu'on faisait encore dans l'Ancien Régime, comme on disait, des musikantes en Allemagne, des violonneux. Il y avait un terme, comme des musiciens ambulants, là. Ça me reviendra. Bon, bref, voilà. En Afrique, par exemple, le jeudi, c'est les baptêmes, le dimanche, c'est les mariages. Et les griots vont de village en village, voilà, et ils font une musique pour le baptême, et avec ça, ils ont gagné de quoi manger pendant la semaine. Voilà, le musicien a une fonction sociale. Exactement. C'est quand même Costa Rica, il garde ça dessus parce que là-bas, les musiques populaires, j'y reviens, ne sont pas encore folklorisées, Non, comme oui. dans les pays slaves en général. Ce qui est drôle, c'était que les Serbes étaient ceux qui s'opposaient le plus à l'Empire ottoman. Et effectivement, leur musique a des instruments qui rappellent la musique ottomane, de toute façon. C'est ce qui, Bien pour sûr. nous, est vraiment le plus exotique, alors qu'effectivement, à 2 heures de Paris, comme on disait encore récemment, oui, voilà. Mais Non, mais, tu peux aller jusqu'à Mozart, hein, au point que la turquerie est Ah devenue un oui, genre musical. À l'époque oui, de Mozart, on disait une turquerie. L'enlèvement au sérail est une turquerie. oui, bah La sonate en la majeure, là, avec sa oui, fameuse c'est turque, là où il a marqué. c'est une turquerie. Mais ça commence avec Lully déjà, hein. Enfin, il y a ça chez lui. Avec le grand Mamamouchi, tu veux Ouais, dire. ouais. Il y a même une marche turque de Beethoven, qui est moins connue. Mais oui, mais bien Héroïque sûr. d'Athènes. Ouais. Ça nous rappelle, c'est assez actuel, hein, que le frottement chrétienté-islam est une espèce de constante depuis la création de l'islam, Oui, pratiquement. oui, oui, c'est ça. Hein, Oui, exactement. et qu'il y avait des royaumes arabes près de Grenoble, pas loin de Genève. On Hmm. croit toujours qu'à Poitiers, on a donné un coup de massue et tout d'un coup, les Arabes ont reflué en Afrique. Non, ils sont restés à Narbonne encore pendant des siècles. Hmm. Bon, Tout à fait. voilà. Et c'est encore ce qui vous parle. Hein. Chez nous, il y a Chota dei Mori, Cima dei Mori. Je veux dire, ils sont omniprésents. Et je ne parle Hmm. même pas de notre drapeau. Ils ont beau le refouler, les Corses, en disant que c'est la tête d'amour qu'on a égorgée, tu parles. Bon, bref, c'est sur les armes des rois d'Aragon, en fait, hein, cette Oui, tête. d'accord. Ah oui, c'est vrai. Euh, et oui, non, mais bien sûr, quand on met sur Google armoirie Aragon, royaume d'Aragon, Sicile, C'est et vrai, tu c'est le vois, même. C'est le il y même. a 4 têtes de mort, exactement comme celle de la Corse avec le bandeau. Hmm. Voilà, la période brève où la Corse était espagnole. Donc, je reviens à mon histoire des deux sens de modernité, soit aller faire écouter des musiques de plus en plus strictement inouïes, Mhm. qui innovent absolument parlant, c'est-à-dire sans aucun équivalent antécédent, ce Mhm. que fait Schoenberg, Mhm. ce que fait Beethoven. Ouais. Soit tu nous fais entendre, et Beethoven fait les deux. Beethoven aussi fait des grossièretés, tu vois, dans la scène des paysans, dans la symphonie pastorale, qui est modale. Parce que dans la campagne, on est modal. On une noce de Bruegel. Ça devient intéressant. Tom, il connaît les deux. Il fait des choses strictement inouïes, dans ses quatuors, dans ses dernières sonates en particulier, mais pas seulement. Hein. Dans Beethoven seconde manière, on prend le trio L'Archiduc. Il n'y a pas plus, presque people, plus léger, plus bulle de champagne, plus viennois que. On est en pleine danse, là. C'est un petit scherzo, et tout d'un coup, tiens. Mais c'est Schoenberg. Tout d'un coup, tu as
Une fugue, mais C'est Mozart Schoenberg, oui, c'est ça. une fugue faite sur un motif, mais d'un chromatisme exacerbé, là, dans ce scherzo. C'est son trio, au centre. Un ange passe ou un démon, on va savoir. Ça, c'est strictement inouï ce qu'il nous fait entendre là. Et même dans les premières sonates, là, opus, je crois, bon, opus 7. Terrifié Heine, bien sûr. À un moment, ça commence à tourner complètement autour d'une seule note. Enfin, ça devient oui, et puis il y a des roulements, des bourdonnements et des contrastes qu'on t'apprenait dans les conservatoires à ce qu'il n'y ait pas trop de grand écart. Tu ne peux pas faire dans la même mesure des graves machin et des aigus cristallins, c'est pas bien. Il faut jouer au milieu. Oui, c'est comme dans l'académie, il faut construire les volumes par l'ombre. Mais voilà. C'était scandaleux. Medio stat virtus, non? Oui, c'est voilà, pas ça la formule, je crois. Oui, exactement. Oui. Quand même, le classicisme, c'est ça. Beethoven, c'est comme ça. Hein, bon. Donc les contrastes en hauteur, les contrastes en dynamique, les contrastes en lent rapide, en forté et piano. Oui. Ça peut être d'une brutalité tout d'un coup, Beethoven. Puis la multiplication des événements musicaux, ce qui est là aussi quand même un symptôme de... Exactement, le foisonnement, tout à fait, tout à fait. Alors justement, puisque tu parles de multiplication d'événements musicaux, j'en profite pour revenir à notre pauvre Schubert. Enfin, tu nous parlerais de Schoenberg, de Monteverdi, je reprends ma liste, Wagner, Beethoven. Bon, il peut y avoir une petite compétition, ce serait intéressant, qui a été le plus innovant dans tout. Mais pas Schubert, enfin, Schubert, c'est joli, c'est magnifique, c'est très émouvant. Mais enfin, je veux dire, mais quel conservatisme! D'accord? On voit vraiment, c'est ce que dit Gould, hein, dans son fameux témoignage sur l'art de Richter, où il dit, à partir de maintenant, j'ai un aveu un peu difficile à vous faire, je n'aime pas Schubert. Un des plus grands pianistes du siècle, qui a quand même le courage de dire, moi, j'aime pas Schubert. Bon. J'ai toujours trouvé, sous-entendu, hein, ça, je ne vais pas développer parce que c'est un autre sujet, avant d'entendre par Richter. Là, j'ai compris tout d'un coup Schubert, mais enfin, passons. Mais j'avais toujours trouvé qu'il y avait des mièvreries, des répétitions, d'accord? Alors voilà, comme il ne veut pas être trop méchant non plus, il ne dit pas, mais il y a harmoniquement, qu'est-ce que c'est à côté de Chopin? Objectivement, c'était beau, magnifique, ça. C'était quasiment mettre fin à la guerre froide. Hein. Qu'un Canadien dise ça, notre soviétique, en passant par un Allemand de l'époque romantique, enfin, c'était vraiment. C'est comme arrêter la guerre des missiles. Quoi. Il y avait vraiment... Mais tu ne crois pas si bien dire, parce qu'il fait un de ses trajets, là, à l'air de rien. Parce que Gould, c'est un parano complet. Il s'habillait en blanc, parce qu'en cas d'attaque nucléaire, il pensait qu'il survivrait en s'habillant en blanc, ça réfléchirait la chaleur. N'importe quoi. C'était complètement névrosé, hein, ça va être en bon. Mais justement, quand il arrive à Moscou la première fois, il ne veut pas dormir à l'hôtel que les soviétiques lui ont assigné. Il dit qu'il va être espionné, machin, empoisonné, et il demande à dormir à l'ambassade américaine. Voilà, la guerre froide, tu ne crois pas si bien dire. Donc pour que lui aille jusqu'à dire, mais un Richter, mais c'est le plus grand médium de notre époque. Avec lui, j'ai compris que ce que j'appelais répétition chez Schubert, c'est de l'hypnose. Et donc j'y arrive, je tiens mon fil. Allez, je rebondis sur hypnose. Oui, à force de répéter, là, hein, ça, là. Non, c'est pas ça qu'il fait. La résolution, c'est pas ça, c'est... C'est quelle sonate déjà? C'est une la dernière. Le premier mouvement, le plus long mouvement sonate jamais écrit. D'accord? Donc Gould dit, quand Richter a attaqué ça sur un tempo désespérément lent, je me suis dit, je vais m'emmerder. Il ne dit pas comme ça, mais c'est pas possible. C'est la plus longue sonate qu'on ait faite. Le premier mouvement est interminable, il le prend sur un tempo lent, et c'est en fait que j'ai eu la révélation. D'accord? Mais dès le début, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est incroyable, ça. Moi, au début, je te jure, confession personnelle, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous accroché là? Je veux dire, c'est des pianistes qui jouent des trucs beaucoup plus difficiles que ça. Donc, il doit y avoir, peut-être, je ne connais pas bien la partition, je ne l'avais pas travaillé à l'époque. Peut-être qu'en fait, on croit que c'est facile comme ça à écouter, mais qu'il y a une position des doigts très difficile et que tout le monde accroche un peu.
Je croyais qu'il s'accrochait tellement que c'est incroyable cette note. Non, non, elle revient tout le long du mouvement. D'accord, c'est. Et on s'attend à la résolution. Pardon, tu vois, j'arrive pas à le. Non, c'est une petite appoggiature. Avant de faire le Fa qu'on attend, la dominante, il y a une seconde mineure. La pire des dissonances dans notre échelle des sons. Il y a plus petit que le demi-ton. Bon, c'est pas pour ça que j'ai dit Schubert est le plus moderne, parce que ça, chez presque tous les compositeurs, on a vu chez Bach tout à l'heure, ça, là. On a vu aussi des secondes mineures, hein, oui, c'est sûr. Passager, accidentel. Non, c'est pas ça seulement. C'est vrai, oui, tout à fait. Oui, là, c'est récurrent, oui, c'est ça la différence. Voilà, c'est pas ça seulement. Je vais prendre comme exemple maintenant le 6e mouvement musical de l'opus 94. C'est l'incroyable. Là, je suis en train de faire. J'enlève 2 doigts et je garde les autres. C'est-à-dire 2 mi bémol et 2 ré bécard. Démerdez-vous avec ça. Bon, donc. Pas qu'en passant, hein, comme tu dis. Dans ce 6e moment musical, j'ai compté 4 ruptures fondamentales sur 2 pages, sur une feuille. Là voilà la feuille. Voilà la première page. D'accord, c'est pas long, hein. Il n'y a pas beaucoup de notes, hein. Et voilà la seconde. D'accord, jusqu'à la fin ici, par lesquelles on passe, rapidement, hein, je fais jusqu'à la fin, et après, 2 lignes après. Mais c'est quoi ça? C'était pas une tonalité que laissait prévoir le début, du tout. Hein, et après. C'est que ce majeur, tout d'un coup, alors, il était en plein mineur, désespéré. Sans crier gare, sans ce qu'on appelle au conservatoire une préparation. Une préparation, c'est qu'avant de faire une telle rupture, tu fais un accord de passage pour prévenir. Hein, que, non, quand même. Hein. Là, on est mineur, hein. C'est sombre. Déjà, il y a un accord de seconde. Et là, majeur. En quelques secondes, le rapprochement des 2 modes, majeur-mineur. Et c'est comme ça tout le long. À la fin, bon, après, il y a cette péripétie. Je recommence. Et j'enchaîne. Qu'est-ce que c'est que ce mi majeur? Qu'est-ce qu'il vient faire tout d'un coup là? Encore une autre modulation au 3e épisode. Et là, ça se termine comme ça. J'ai sauté des passages. C'est des modulations incroyables. Tout ça, c'est un nombre de mesures infimes. Hein, et ça va être. Ça passe tout le temps de majeur à mineur jusqu'à la fin de l'épisode. En ce sens, ce morceau n'a pas de précédent ni de suite. C'est la fameuse clairière dont je parle chez Schubert. Là. Les chemins aboutissent à cette clairière et n'en repartent pas. Donc c'est comme un trou noir, sauf que je parle de clairière. C'est un peu paradoxal. On ne peut pas en sortir comme la lumière ne peut pas être prisonnière d'un trou noir, mais là, non, c'est un plus de lumière, c'est pas un moins. Une lumière qui est tellement paradisiaque qu'on n'en sort plus. Mais c'est mortifère aussi. Comme dit Rimbaud dans La saison en enfer, mais sa douceur aussi est mortelle. Et tu veux dire, on perd l'agogique beethovénien, peut-être. Exactement.
il manque, il- ah, c'est tellement un sommet du lyrisme, Schubert. C'est peut-être sans doute le plus moderne des lyriques, voilà où je veux en Mm. arriver, que du coup on perd ce qui est vital, l'élément dramatique. Drama veut dire action. Mm. Donc j'ai envie de dire par rapport à, et Dieu sait, je ne veux pas dire un mot contre Schubert, d'accord, mais c'est fatalement attirant cette beauté quasi surnaturelle Mm. des sommets de la musique de Schubert. Mais attention au chant des sirènes. C'est au prix de fracasser le navire sur le rocher la Loreley. Mm. Des sirènes ou des ondines. Hein. Je veux dire par là qu'on a envie de répondre comme Valéry, le poète. Non, non, debout dans l'ère successive. Il faut tenter de vivre. Et là, Valéry réagit quand même à toute une poésie décadente, Mm. symboliste, le clair de lune, l'impalpable. Je Mm. caricature un peu, hein, mais la postérité de Mallarmé a du génie, mais quand ça devient Henri de Régnier Oui. ou Albert Samin, il y a de très belles choses. Mm. Mes parents ont suscité les prestiges en fui. On est de nouveau dans les remakes, c'est un hommage à Versailles. Hein, bon, voilà. Hein. Toute cette porcelaine chinoise que le jeune Rimbaud, arrivé à Paris, trouve dans la maison de Banville qu'il a hébergée et qui casse en 1000 morceaux, Mm. en déposant un cadeau malodorant dans l'une d'elles. Je veux dire, il y a quelque chose, je vais loin avec mon Joli Schubert, bibelot. Oui. il y a quelque chose de vital Mm. qui demande le retour du lyrique au dramatique, c'est-à-dire à l'action. Il faut tenter de vivre debout, debout. Surtout Alors que ce qui que est propre du romantisme, première expression de la modernité, c'est qu'on se couche. Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, au coucher du soleil, tristement, je m'assieds. Ça commence comme ça, l'isolement de Lamartine. Et ça avait commencé avec Rousseau. Quand le soir approchait, je descendais des cimes de l'île et j'allais volontiers m'asseoir au bord du lac, sur la grève, en quelque asile caché. Il y a quelque chose qui fait qu'on est fatigué. oui, tout à fait. Il faudra de hardis ingénieurs pour reprendre le flambeau et revenir à l'action. Il Mm. faudra un tone drama, un drame lyrique chez Wagner au moment où, où, Mm. où on a été arrivé, je change un peu, c'est non pas au côté décadent des symbolistes, parce qu'il y a quand même l'avantage d'être un peu avant-gardiste, mais à un bel cantissimo de l'opéra où on s'extasiait devant les prouesses vocales de la prima donna, sans être très regardant ni au livret qui était loufoque, ni ou à faire pleurer les chaumières, ni à l'harmonie qui était indigente, et ni à la mélodie qui, à part des sommets comme Bellini et tout, était souvent chiche. Mm. Mais c'est vrai que ce que tu décris là, pour revenir à Valérie, c'est une conception du classicisme comme romantisme surmonté. Il y a un classicisme qui Voilà. n'attrape pas le romantisme. Son mot Et exact, c'est dompté, hein, si je me souviens dompté, bien. Le dompté. classicisme est un romantisme dompté. Non, mais c'est ça. Mm. C'est ça. Surmonté, d'ailleurs, traduit exactement, Mm. peut-être, le fameux Aufhebung, Ouais, oui, exactement. Oui, c'est une manière de la. puisque ça veut dire aussi soulever, il y a sûr, monter. Mm, tout à fait, exactement. Bon, Il faut tenter de euh, vivre, oui, c'est ça. au point, j'avais un ami qui avait proposé, que tu connais, Salim, qui avait proposé la relève, ce qui est pas mal pour Aufhebung. Comme Oh, on dit la relève. c'est Derrida qui avait fait ça, mais c'est une très bonne. C'est bien Oui, fait. oui, la relève de la Relève garde. au sens du terme quand tu Oui, relèves un soldat de ses voilà, fonctions voilà, mais et tu soulèves quelque chose, tu le voilà, relèves. voir Buckingham Palace, c'est vraiment la Ouais, relève de Northgard. exactement. Donc voilà, je veux dire, il y a quand même un conflit là entre l'ensevelissement dans l'instantané lyrique. Là, je précise de plus en plus nos éléments d'histoire de la musique. Hmm. Des choses aussi différentes, voire opposées, que un moment musical de Schubert, un prélude de Debussy. Vraiment, rien à voir. C'est vraiment les harmonies de Debussy. Tu vois, Hmm. Debussy, donc, vous devez trouver Schubert un peu comme Gould et TQQ, comme on voudra, Mièvre. Bon, on n'est pas encore à la redécouverte de Schubert comme avec les grands interprètes du XXe siècle. Mais ce qu'il y a de commun dans les deux, c'est qu'on veut arrêter le temps. Ouais. Autant suspend au vol, oui, c'est ça. Et voilà, c'est que Debussy cherche l'accord absolu. Hmm. Oui, c'est sûr. Un accord, mais d'un tel velouté qu'on ne voudra plus jamais en sortir.
Oui, oui, ça c'est vrai, c'est le point commun. Et là, il faut être juste, Ravel est plus agogique. Ravel cavale. Cavell a, et on le lui reproche, d'être motorique. Comme on dira après pour les Russes. Mais justement, le motorique était aussi un piège et qui correspond tellement d'ailleurs à cette Voilà. modernité. Personnellement, je trouve que Debussy va un peu plus loin. Pour l'instant, je ne veux pas l'étayer. Quand je dis personnellement, je ne veux pas dire que je ne suis pas sûr. Je veux dire, je ne veux pas le prouver. Hein. Mais Debussy, je cite Richter. Tiens, Richter a dit il y en a 3 qui sont allés plus loin que tous les autres. Ah, qui ça? Quel est le tiercé de Richter? De tous les compositeurs, hein, il parle des compositeurs. Il y en a 3 qui sont allés plus loin que tous les autres. Alors je vous le donne en 1000, comme choix d'un pianiste. Chopin, bon, ma foi, c'est la moindre des gratitudes qu'un pianiste mette Chopin dans son... Chopin, Wagner, Debussy. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le choix d'un pianiste Popov, d'accord, est soviétique. Wagner, Debussy, Chopin. C'est quand même extraordinaire. Et on comprend ce qu'il veut dire. Parce que c'est sans doute... Je me demande si c'est pas, mettons à part Gisking, qui est la référence pour Debussy, et que je trouve encore maintenant inégalée, n'empêche que la version de Richter est hallucinante des préludes de Debussy. Disons qu'il y a 3 versions, je ne veux pas faire la tribune des critiques de disques, mais enfin, il y a Michelangeli, hein, avec son côté hyper maniaque, hein, pour les préludes de Debussy, qui se joue à pas un quart de poil, mais un quart de millième de poil, hein, je veux dire, et nuances de pédales, de trucs. Bon. Il y a Michelangeli, Gisking et Richter, que je mettrais peut-être, attention, il y a Samson François, tout ce qu'on veut, Marcel Meyer, mais ces 3-là me semblent au-dessus du lot. L'essence là. C'est pour ceux qui nous suivent que s'ils veulent illustrer le propos. Et tout ça est facile à trouver. Donc, il s'agit d'immobiliser la musique dans un instantané absolu. C'est le contraire de l'agogique, comme tu disais. C'est-à-dire de la relance permanente de l'action. C'est très important ce qu'on est en train de voir. Parce que Beethoven, ça va être, tu vois mon lapsus, hein, c'est exactement l'inverse. Hein, quand tu vois cette sonate, elle commence comme ça. Il n'y a rien d'innovant, il n'y a pas une belle mélodie comme dans Schubert, un bolide, d'accord? C'est quelqu'un qui s'éveille d'une rêverie, qui bâille. Hein? Silence. On dirait une improvisation tout le long de ce mouvement de sonate, tout le long. Parce que c'est tout le temps relancé par un agogique. Dès qu'un petit motif, il s'y accroche pour entamer un agogique, ce qu'on appelle une progression, hein, en analyse. Donc là, on a une nouvelle dichotomie entre être moderne au niveau lyrique et être moderne au niveau dramatique. Et que j'ai relayé à des choses qui sont l'enjeu de la modernité entre succomber aux tentations mortifères, c'est un aspect du romantisme. Parce que quand Valérie dit « il faut tenter de vivre », attention, c'est romantique aussi, attention. Il se veut anti-romantique, oui, bien sûr, mais ça peut donner le fascisme. Il y en a marre de ces appartements, j'ai vu ça d'André La Rochelle, de cette bourgeoisie qui s'enferme avec ses bibelots, il faut donner un grand coup dans la fourmilière. Oui, donc il peut y avoir, au lieu de l'action véritable, c'est la convoitation est inséparable de la valeur. Et oui, je redeviens pratique de la morale, je veux dire du bien. Hein. Ce n'est pas de l'activisme seulement. Il ne faut pas que la logique soit de l'activisme. On voit qu'il y a des enjeux redoutables qui rôdent autour de cet enjeu de l'histoire de la musique. Est-ce qu'il faut faire une musique tellement belle qu'on n'a pas envie d'aller au-delà et qu'on s'enferme comme et la rose vierge encore se referme jalouse sur le frelon nacré qu'elle enivre en mourant.
c'est de la nuit de mai de Musset, c'est pas mal. Je ne trouvais pas l'auteur. Personne ne lit Musset. Alors que tous les collégiens lisaient ça entre la masturbation et les larmes à une époque, n'est-ce pas? Bon, Rimbaud s'en moque quelque part. Puis Baudelaire disait de Musset le croque-mort langoureux. Hein, mais il y a des chefs-d'œuvre comme La nuit de mai et La rose vierge encore au printemps se referme jalouse, donc comme un piège vénéneux, c'est pour ça que je dis mortifère, sur le frelon nacré qu'elle enivre en mourant. Les deux meurent, toi. La rose parce que l'autre l'a piqué à mort, le frelon est prisonnier des pétales de... C'est extraordinaire. Oui, c'est dingue finalement. Ouais. C'est le couple moribond, quoi. Bon, il y a cette tentation dans le romantisme. C'est pas une critique esthétique, c'est une critique, j'allais dire morale au sens, tu vois, très... On dirait lui et Sand, hein. C'est vraiment ça, quoi. Ben voilà, je dis attention, attention, où on va. On va à ce que Freud appelle la pulsion de mort. Revenir à l'inertie primitive. Qu'est-ce qu'il dit Hölderlin? Mais en avant, en arrière, nous ne voulons point voir, nous laisser bercer comme un vacillant canot sur la mer. Super. Et d'ailleurs, je me disais, cette coupure-là, c'est aussi la coupure de la Révolution française, parce que c'est une coupure politique. C'est qu'il y a ceux qui étaient dans la nostalgie et ceux dont la logique les poussait de Valmy jusqu'à Waterloo, jusqu'à justement pousser. Quand même, le grand entracte, ce que j'appelle le grand entracte, où on n'est plus dans l'ancien régime, on n'est pas encore dans le nouveau qui sera anglo-saxon, après Waterloo, on est entre les deux où les jeux sont pas faits. Oui, c'est non, mais c'est marrant que tu dises la révolution, que tu remontes à partir de mon en avant, en arrière, nous ne voulons point voir, parce que c'est presque ce que dit Hölderlin là, mot pour mot, ce que le tout premier Rousseau dit dans la 5e promenade. Nous sommes toujours en avant ou en arrière dans la vie, nous ne sommes jamais dans l'instant. Pour justifier sa rêverie au bord du lac, qui est un auto-anéantissement. Il ne faut quand même pas oublier. Il n'y a pas un Valérie à côté qui lui dit non, debout, il faut tenter de vivre. Non, c'est que le pauvre vieux, lui, la vie, on venait lui raser sa maison, de la lapider, il venait se réfugier précipitamment en sauvant tout juste sa peau dans l'île, en confiant les derniers manuscrits au brave, j'ai oublié son nom là, Roguin, je crois, à Neuchâtel. Il ne garde avec lui dans l'île que les confessions qui venaient de commencer et le projet de constitution pour la Corse. Il a bien le droit à somnoler au bord du lac, le pauvre vieux, à souffler. D'accord? Sans ni les criailleries de Thérèse, ni les conversations un peu monotones, pardon, et compagnie. Donc, or, qu'est-ce qu'il dit? De temps à autre naissaient quelques faibles et courtes réflexions sur l'instabilité des choses de ce monde dans la surface des eaux m'offrait l'image. Donc là, il redevient un peu actif. Je pense, je réfléchis. De temps à autre naissaient quelques faibles et courtes réflexions, même si c'est mollement. Bon, il y a un petit retour de l'action de pensée cérébrale, et tout d'un coup, mais bientôt, ces impressions, c'est un terme beaucoup plus moderne que réflexion, picturalement, mais bientôt ces impressions légères, elles-mêmes s'effaçaient, et je cite mot pour mot, dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait, et qui, sans aucun concours actif de mon âme, ne laissait pas de m'attacher, au point que je ne pouvais m'arracher de là sans effort. Point final de la période qu'on peut clore là. Ça veut dire quoi sans effort? Ça veut dire qu'on est en train de m'appeler. C'est l'heure du dîner, un corps, une cloche, j'en sais rien. Au point qu'appelé par l'heure et le signal convenu, je ne pouvais m'arracher de là. J'étais en train de m'anéantir, c'est-à-dire de passer de la rêverie au rêve, au sommeil. Bercé par l'hypnose des flots, le flux et le reflux de cette eau, son bruit continu me renflait par intervalles, et ainsi de suite. Donc, depuis la naissance même de la modernité, on la prend à sa source, là, c'est le cas de le dire, c'est l'eau du lac de Bienne. La modernité musicale, oui, je dis bien musicale, la prose de Rousseau, autant Rousseau, dans la compétition avec Rameau, ne fait pas le poids en termes de notes et de partitions. Soyons clairs, autant par sa prose, il est bien plus moderne que Rameau. Que signifie moderne? On rebondit en plein là. La prose de Rousseau, elle annonce Proust. Oui. La musique de Rameau. Cet endormissement où on nous raconte tout, oui, ça commence par là. Je vois que tu fais le parallèle, ça me fait plaisir que
vraiment de parler à quelqu'un qui a du réflexe, parce que le tout début de la recherche, et Dieu sait s'il a mis du temps à trouver son début, puisqu'il a recommencé 500 fois avant de trouver, enfin bref, ce qui a été écrit en dernier, c'est par quoi commence toute la recherche. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, 3 pages pratiquement, où il reste au pieu, au lit, en train de dire, il me semblait rêver, en fait c'était que ma cuisse était repliée. Enfin, il est exactement dans l'état de Rousseau, que Nerval caractérisera comme une demi-somnolence. Quand on sait qu'une somnolence est un demi-sommeil, ainsi que la langue de Nerval, ça veut dire que c'est un quart de sommeil. Hein, une demi-somnolence. Plongé dans une demi-somnolence, dit Nerval, toute ma jeunesse repassait dans mes souvenirs. C'est le même état, cet état qui inaugure la modernité, où on hésite entre la nuit et le jour, tu vas voir que je vais être très précis, entre la nuit et le jour, entre la veille et le sommeil, entre l'Allemagne et la France. Et je reviens à Rousseau, on est en Suisse. On est presque même à la limite de la frontière linguistique. Comment à la limite? J'y ai été, j'avais 17 ans, stop, c'est mon premier grand stop, bon sang. D'accord? J'ai embarqué à la Neuveville. La Neuveville, ça sonne pas Bosch. Non, pas trop. D'accord? Tu prends un bateau, en moins de 10 minutes, tu abordes à Erlach. Avec un beau CH, d'accord. Voilà, on y avait fait un tour quand on a tourné le DVD en hommage à Rousseau. Erlach, tu as vu à quel point c'était germanique, tout, les maisons, les trucs. Alors que la Neuveville, là, on la voit, là, sous le bras, là, en face, sur la rive en face. Donc, c'est pas un hasard. Si le texte qui inaugure la prose moderne, qui va annoncer les Chateaubriand, les Flaubert et les Proust, la musique moderne, alors la musique métaphoriquement, là, dans la prose, enfin quand même, c'est pas loin, hein, c'est quelque chose qui est fait pour être entendu aussi. Hein. Bon. Voilà que le topos où cette musique moderne apparaît est à mi-chemin entre les Lumières françaises et la nuit romantique allemande de Novalis, par exemple. Moi, je ne crois pas au hasard. Hommage à la Suisse, à nos amis suisses, quand même, hein, d'avoir eu comme concitoyen un personnage qui est arrivé à tenir la lucidité des Lumières. Et là, je rends hommage à Gastaud d'avoir mis le mot lumière dans le titre de son gros œuvre. Lumière commune. Parce qu'il explicite bien que c'est un hommage aux Lumières. Et à la Commune de Paris, bien sûr, mais aux Lumières. Contre lesquelles s'exerce tout le ressentiment de la modernité bourgeoise du XIXe siècle. C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Bien sûr, ouais. Et ça, il n'y a pas que le bourgeois effrayé par les barricades dans Paris qui va penser ça. Celui que caricature Hugo, c'est pas ça. C'est aussi bien toute la modernité intellectuelle. Même un gars comme Thomas Mann, dans sa jeunesse, avant la catastrophe du Reich, d'accord, était un conservateur, etc., qui pensait que... et même Hegel, quelque part, quand il dit que la faute de la révolution, c'est d'avoir fait une révolution sans faire une réforme. Il y a quelque part une critique du côté abstrait des Lumières, du côté un peu unilatéral, du côté de l'entendement. L'universalisme abstrait, en fait. Voilà, je fais des clins d'œil aux philosophes d'un progressisme linéaire. Et même Marx, quelque part, donne un petit coup de griffe aux Lumières quand il remplace le matérialisme mécaniste d'Alembert, qui est peut-être l'expression la plus exhaustive de la pensée des Lumières. Exhaustive, hein, je veux dire. On lit le discours préliminaire de l'encyclopédie d'Alembert, vous avez vraiment le manifeste de l'empirisme mécaniste qui va diriger tout le positivisme jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux sciences cognitives. À savoir que toute la réalité se divise en éléments simples, en choses simples et en choses composées. Voilà, on y est. C'est l'atomisme généralisé, c'est la société civile. Ouais, tout à fait. Non, on en voit des enjeux là. Or, quand Marx remplace ce matérialisme mécanique par un matérialisme dialectique, lui aussi, il montre qu'il y avait quelque chose qui était inachevé dans les Lumières. Sauf. Même si ça passe aussi par Kant, l'idéalisme allemand, qui lui-même est une défense. Eh bien justement, sauf exception Rousseau. Rousseau est le seul qui tient, je reprends mon fil, qui tient d'avoir écrit en même temps la 5e promenade et
le discours sur l'origine de l'inégalité, la nouvelle Héloïse et le contrat social, le lyrique et le dramatique, l'individuel et le collectif. Notre Rousseau. Ce qui fait que quand Glouskar écrit, et vous avez eu vraiment la très bonne idée de refaire le titre parce qu'il était un peu énigmatique pour le commun des mortels, de la modernité, Rousseau ou Sartre. Sartre, oui, c'est pas critique du libéralisme libertaire, oui. Mais c'était avec son accord. Il passait son temps à me dire pour expliquer son initiative. Mais en même temps, c'est vrai que ce titre est très beau et finalement très heuristique. Oui, mais c'est un peu pour les initiés. Mais allons-y, justement. Il disait, putain, on avait Rousseau, qu'est-ce qu'on est allé chercher Sartre? Quand on voit avec Rousseau d'où on aurait pu repartir, rebondir à la Libération, par exemple. Et grâce au plus grand sacrifice qu'un peuple, plusieurs peuples d'ailleurs, l'Union soviétique, n'ait jamais fait pour l'humanité, c'est un sacrifice de l'armée rouge et du peuple soviétique, hein, mais les civils. Hein. Bon, c'est grâce à cela, en partie, qu'on doit, avec la résistance française qui était, j'allais dire, complice, en beau camarade, que l'on doit les avancées du plus grand gouvernement qu'a eu la France, avec quoi le Front populaire et puis la Convention. Hein, il n'y en a pas 36, il y avait des époques comme ça. Hein, les retraites par répartition, la Sécu, l'assurance maladie. Mais attends, je suis en train de rappeler quoi que quelque part, c'est un fruit de l'histoire, qu'à la Libération, on aurait pu revenir à Rousseau, qui est intraitable au niveau de l'égalité, qui est intraitable au niveau de la propriété. Il ne dit pas encore Rousseau des moyens de production et d'échange, mais enfin, Rousseau n'aurait pas systématiquement nationalisé sa brosse à dents ou sa femme. Non, bien sûr. Non, mais on a fait peur aux gens avec les communistes qu'ils vont vous prendre. D'abord, c'est la communauté des femmes, oui, c'est vrai. Oui, ça, c'était au 19e siècle. Puis après, oui, c'était la communauté des brosses à dents. Moi, je regarde tous les hérésies, tous les gens qu'on a brûlés, comme Cathare, comme Vaudois, comme Hussite, et un peu moins connus en Corse, il y a eu un avatar de ça, c'est les Giovanni. On a tous été brûlés dans une église dans le sud de la Corse, dans l'Altarocca. Voilà, je le dis pour l'anecdote. Tous pareils. À chaque fois, on les accusait de sodomie, ça va ensemble, de communauté des femmes. En fait, ça veut dire que c'est la communauté des biens. Car le premier bien, c'est la femme. D'après Marx lui-même. Oui, tout à fait. Dans le manuscrit de 44, la première division du travail, c'est l'homme et la femme. Hein. Bon, donc voilà. Quand même, c'est grave là, l'enjeu. Avec Rousseau, on aurait pu repartir sur une modernité strictement inouïe avant Rousseau, c'est-à-dire il y a l'immense avancée des Lumières qui nous sort de la barbarie, soyons clairs. Mais avec ce qui manquait aux Lumières, bon sang, l'inconscient, la rêverie, le demi-sommeil, la musique, le côté germanique de la Suisse, ou le côté protestant de Rousseau, comme on voudra. C'est l'universel concret. Là. Et voilà. On aurait pu repartir. Donc, j'y tiens beaucoup. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de musiques qui tiennent les deux. D'accord, oui, je comprends. Rousseau fait la synthèse. Est-ce qu'il existe une musique de synthèse entre Beethoven et Schubert? Est-ce qu'il y a une musique qui est aussi moderne que l'œuvre de Rousseau, à quel point elle reste encore inconquise, presque devant nous? J'allais dire, là, ça fait un beau programme, finalement. Si on voudrait être moderne, absolument moderne, finalement, ce serait la synthèse du lyrique et du dramatique. Je réfléchis, il y a les œuvres du jeune Schoenberg. Bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de candidats, mais en même temps. Qu'est-ce qu'il y a de plus romantique que les Gros dans l'histoire de la musique? Du point de vue musique, l'œuvre la plus romantique de toute l'histoire de la musique, c'est sans doute les Gros Leaders ou La Nuit Transfigurée, enfin toute cette période-là. C'est paroxystique même à ce niveau-là. D'accord? Donc peut-être là, il y a des. Le premier Schoenberg, finalement, oui, c'est ça. Oui, qui ne revient pas en arrière sur les acquis d'un Debussy, très bien, d'accord, mais qui ne tient pas compte du tout, par contre, des révolutions nationales, c'est-à-dire de l'autre forme de modernité, je récapitule ce qu'on a dit, hein, essentiellement russe, pas seulement de Grieg, de Bartók, de l'autre, là, en Roumanie, le maître de l'Hypatie, Enesco, immense musicien, hein, trop, pas assez. Tu m'as dit qui?
Bah, l'école russe, on pensait à l'école russe. Pardon? On pensait à l'école russe, hein, tout simplement, Oui, ah ouais. ben, l'école russe, n'en parlons pas, mais là, il n'y a pas un seul nom, parce que Mm. ailleurs, il y a en Ouais, général un nom. Il y a Grieg en Norvège, ouais, ouais, il y a exactement. Sibelius Sibelius en en Finlande, Finlande, ouais, voilà, c'est ça. voilà, avec une mention à part. Hein. Sibelius va Les très Tchèques, loin. les Tchèques, évidemment, ouais. Non, mais attardons-nous un instant sur le cas Sibelius, parce qu'il occupe une position singulière. Il ne se contente pas. Grieg, j'aime beaucoup Grieg, mais souvent, c'est très agréable de te faire ressortir un vieux thème norvégien, une danse, la danse d'Anitra, Mm. voilà. Non, ce qui est drôle, c'est qu'on dit que c'est norvégien et je sais plus, l'air du matin de Per Gynt, il se réveille, il est censé se réveiller au Maroc. Pour lui, c'était exotique, alors qu'en fait, nous, on est sur un flanc, mais voilà, C'est ça. là Ah oui, ouais, qui est devenu populaire comme c'est pas possible. oui, bien sûr, ouais. En jingle, en tout ce que tu Ah veux, bah, tout, oui, dans les exactement. portables. Bon, mais comme tu dis, parce que justement, ça me passe partout. Mm. D'accord? Il n'a rien spécifiquement. Par contre, il y a pas mal de tournures, tandis que chez Sibelius, il n'y a aucune concession. Sibelius utilise tous les avancées qu'il y a eu à son époque. Mm. Il n'y a aucune régression. C'est intéressant. Ouais. Ouais. Tout en faisant une musique qui sonne classique. Pourquoi? Parce qu'il utilise énormément la donnée populaire. Et là, c'est la dimension qui manquait, et je voudrais qu'on conclue là-dessus. C'est qu'à chaque fois, le moderne risque d'être mortifère quand il se coupe définitivement de l'écoute populaire. Attention, je n'ai pas dit que une musique est pas bonne lorsqu'elle n'est pas people. Non, non, j'ai Je bien dirais compris. le contraire de ce que je veux faire entendre. Sinon, ce serait à ce moment-là Madonna qui serait la plus Mm. grande musicienne de notre époque, je veux dire. Mm. Non, je dis Madonna ou IAM, peu importe, hein, ça peut être du rap au techno ou à Sinatra. Alors, il n'y a qu'à voir le Mm. tirage d'un truc comme Stranger in the Night. Bon, mais, mais, euh, euh, mais je suis en train de dire, il ne faut pas non plus qu'il y ait coupure. Et là, j'y reviens, on avait abordé ça la dernière fois grâce à notre réflexion sur Lévi-Strauss, réflexion critique, c'est qu'il faut rester en phase avec une échelle au sens musical. Alors, on est dans le domaine du code, non pas du Mm. message. Une échelle qui permette à l'écoute, qui n'est pas cultivée musicalement, de monter Exactement. et d'accéder au sommet. C'est une image que je reprends à Hegel dans la préface de la phénoménologie quand il critique l'ésotérisme des Schelling et compagnie, que l'absolu n'est pas fait pour tout le monde, il faut le réserver à une élite, la vérité, etc. Et que Hegel L'intuition intellectuelle qui n'est réservée qu'à une élite ça, c'est l'intuition intellectuelle schellingienne, hein, c'est de là que. vers ceux qui savent apprécier l'art, tout ça, bon, je reviens pas, il est furieux, Hegel. Là, il est magnifique, Hegel. Mm, mm, tout Il à fait. critique ce côté-là, et en disant Comme Descartes avec le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. mais exactement, mais c'est pour ça qu'il réhabilite la philosophie de la conscience de Descartes. Hein. Et c'est pour ça que j'ai sauté sur Kant quand tu as fait allusion, mais il faut y revenir, parce que ça passe par Kant, hein, le truc ouvert par Descartes, hein, avant d'arriver à Hegel. Mais j'y reviens, lorsque Hegel dit, il faut, la tâche de la philosophie, c'est d'élever la conscience commune au savoir philosophique et faire descendre le savoir philosophique à la conscience commune. Et pour cela, il faut qu'elle lui donne l'échelle, c'est lui qui dit l'échelle, qu'elle donne au lecteur lambda Mm. l'échelle qui lui permet d'accéder. Alors, elle est bien bonne, il n'y a pas plus imbitable, pardon de parler familièrement, qu'un texte de Hegel. Oui, sauf que quand on regarde de près, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas un seul mot technique, c'est très rare chez Hegel. Mm. Chez Kant, il n'y a que ça. Tu demandes ce que c'est que l'apagogie, qu'un étudiant en première année, il bafouille un peu Mm. en philo. Et chez Kant, il n'y a que ça, l'apagogique, l'ostensif, le jugement synthétique. Bon, il y a tout le temps des termes techniques très démocratiquement. Kant, justement, donne l'échelle et dit j'appelle apagogique. Là, il te donne la règle du jeu, la définition avant de l'utiliser. Mais enfin, sans fourmille. Alors que quand Hegel te dit la pure porosité des matières, tu comprends rien. Mais chaque mot pris à part est courant. Mm. Pur, poreux, matière, tout ça est très concret. Voilà, je referme la parenthèse, mais c'est toujours notre même problème. D'accord? Une musique doit être à la fois inouïe et populaire. C'est bizarre comme dialectique, comme tension. Elle doit rompre avec les habitudes du public, d'accord? Mais l'enthousiasmer en même temps. Dis donc,
pas commode. Et en même temps, je te remercie parce que je vois que on est sorti de cette histoire de la musique qu'on prend évidemment comme grano salis, hein, et on s'achemine vers une esthétique, sans bien sûr se substituer au créateur, mais en tout cas, c'est voir d'un art poétique finalement. Donc, c'est Tu veux dire vendre? vers un art poétique en fait, hein, vers un nouvel. Ah oui, Voilà. tu veux En dire, tout cas, ce sont des jalons tu veux et dire presque une norme, quoi. ouais, oui, oui, enfin, en tout cas, une suggestion, hein. Je pense qu'il faut le prendre comme ça, mais c'est absolument passionnant. Et, Ça lui laisse de la marge, hein. Il y a voilà. de... Exactement, voilà, tout à Pas fait. très contraignant, hein. Mais peut-être que ça sort aussi d'une répétition et d'un certain marasme de l'époque aussi. Donc voilà, ça donne des. Ça donne... Quand tu écoutes Petrouchka, tu entendais le début des orgues de barbarie dans la grande foire de Nijni Novgorod. Mhm. Tu entends même elle avec une jambe de bois, tu entends cet air-là Mhm. joué par l'orchestre. Mhm. Et ça, c'est la technique très moderne dans les arts plastiques à l'époque du collage. Sur des harmonies d'avant-garde, post-Debussiste, Non, mais on cubiste, quoi. colle une chanson qui court dans les faubourgs. Mhm. Bien sûr. Oui, c'est cubiste, exactement. Donc, là, voilà, je laisse pour l'instant le problème, non pas fruste, parce qu'on a quand même pas mal débroussaillé, Mhm. mais je veux dire, il reste pendant. C'est qui s'en est passé dans le monde. Je maintiens, par contre, quelque chose, bon, je me permets d'insister parce qu'on l'entend pas souvent, donc j'enfonce le clou. N'oublions jamais cette dimension de la modernité à laquelle elle ne se réduit pas et à laquelle il est souhaitable qu'elle ne se réduise pas, mais qui, empiriquement, lui colle à la peau, c'est que la modernité déteste la modernité. Son premier réflexe, c'est de la fuir, la modernité. C'est ça, être moderne. Voilà. Moi, je voudrais qu'on conclue là-dessus aujourd'hui. Chance dialectique en même temps. Écologie, baroqueux, même combat. Régionalisme. D'accord, voilà. Tiens, on pourra parler de ça la prochaine fois. Je Eh vais bien, couper l'enregistrement et puis je te reprends. ok. Je coupe l'enregistrement.